Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Alors, moi je suis spécialiste en intelligence artificielle, apprentissage machine. Depuis 30 ans, je travaille sur les réseaux de neurones et sur l'interaction humain-machine. Et j'ai eu beaucoup à travailler en fait sur les robots émotionnels. Donc j'ai fait des tests auprès de personnes âgées avec Nao, Pepper, vous voyez ces robots de Aldebaran Robotics, soit en EHPAD, soit au domicile des personnes, soit dans des appartements aménagés. J'ai aussi beaucoup travaillé sur les enfants, l'interaction humain-machine aussi avec des enfants, non pas seulement pour observer ce qui se passait sur leur comportement, mais pour comprendre mieux l'incidence de ces technologies, l'acceptabilité, etc. Donc je vais vous parler non pas de technologie uniquement, mais de ces objets socio-technologiques et du besoin qu'on aura de développer des objets comme ça dans la société. Si je calcule un peu l'aide que je pourrais donner à quelqu'un d'âgé, eh bien, si on veut quelqu'un qui l'accompagne 24 heures sur 24, ben vous faites le calcul assez vite. On en vient à 4 personnes et plus, 4 ou 5 personnes aidantes, ce qui fait beaucoup. Donc ces objets, il ne faut pas les voir comme des choses qui vont prendre un travail existant, mais plutôt à comment on va pouvoir augmenter notre capacité d'aider avec des systèmes comme cela. C'est cet imaginaire-là qu'il faut changer. On a un imaginaire autour des technologies qui est très lié en fait au monde américain, à ces science-fiction qu'on voit, à ce marketing qui est tout le temps rabâché comme quoi ces intelligences artificielles qui sont multiples vont être du niveau des humains, voire surhumains, ce qui est complètement faux. Donc on n'est pas du tout dans ces systèmes-là, sachant très bien ce dont je parle. Les IA génératives qui sont dans ChatGPT imitent la surface. Les robots empathiques, développement des émotions, disant vous êtes formidable, c'est de l'imitation de quelque chose. Il n'y a aucune véracité consciente dans la machine. Elle ne sait pas ce qu'elle dit, elle ne comprend pas ce qu'elle dit, elle n'est pas responsable de ce qu'elle dit. Donc à partir de là, c'est un outil bizarre, nouveau, qui est dans nos mains, et qui parle comme nous. Alors rassurez-vous, même sans les outils qui parlent comme nous, déjà on anthropomorphise. Alors les gens qui ont un robot aspirateur chez eux, s'il est cassé, ils le ramènent chez Darty, ils veulent le même. Pourquoi ? Parce qu'il connaît la maison. Et il a un nom. Alors je pense que nous sommes des animaux sociaux, et donc ces machines qui vont arriver, qui vont être soi-disant empathiques ou qui vont détecter nos émotions et qui vont être là finalement pour aider. Bon, on va évidemment les regarder comme finalement des entités. C'est nos animaux domestiques qui parlent, quoi. Et encore, ils sont moins intelligents qu'un être vivant ou qu'un animal vivant. Donc il faut vraiment démystifier dans la société ce qu'est la capacité réelle de ces machines. Alors c'est pas fini, on va en construire d'autres plus complexes. Je connais bien les travaux de chercheurs au Japon, en Chine et même chez Fair, chez Meta, pour aller au-delà. C'est-à-dire construire une machine qui serait capable de raisonner en prenant en compte des émotions et en simulant des émotions dans la machine. Ce n'est pas le cas pour l'instant. C'est vraiment très rudimentaire. Je vais vous donner une clé pour comprendre ce que sont les IA génératives qui sont dans ces robots. On ne savait pas bien gérer la sémantique, vous voyez, le sens des mots. Pendant longtemps, on a créé des ontologies, c'est un gros mot pour dire donner des relations entre différentes choses. La famille, c'est un papa, une maman, des enfants, une maison, un chien, enfin, un feu de cheminée, une voiture, enfin, ce que vous voulez qui serait lié à la famille. Donc nous, experts, on l'écrivait, ok, et on l'utilisait dans des objets. Maintenant, grâce à l'IA générative, on est capable de le construire automatiquement sans aucune vérification de ce qui est construit. Pourquoi ? Parce que cette machine travaille cet algorithme d'IA, ils sont multiples, les algorithmes d'IA, travaille sur un principe, un concept que je vais vous énoncer, qui n'est pas nouveau, qui date d'un linguiste américain de 1957 qui s'appelait Phipps. On connaît un mot, on connaît le sens d'un mot grâce à ses voisins. Si je vous dis le petit tatata boit du lait, c'est quoi tatata ? C'est chien, enfant, chat. Vous voyez bien que le sens, le mot lui-même, il porte en fait tout un tas de contextes. Et si j'arrive à encoder dans la machine le contexte d'un mot, eh ben j'aurais presque résolu une quasi-compréhension du sens.
C'est ce que font ces systèmes. Ils remplacent les mots d'une phrase par des vecteurs correspondant au contexte majeur dans lequel on trouve ces mots. Si je parle d'IA générative sur du texte. Sur les images, c'est des petits bouts d'images. Donc, il y a là-dedans aucune conscience, rien du tout. C'est un process qui est amplifié par le fait qu'on met beaucoup de données et qu'on les met et que ça calcule à une vitesse incroyable, beaucoup mieux que nous. Mais ça n'a rien à voir avec quelque chose d'humain. Cette machine, d'ailleurs, elle est très limitée parce qu'elle n'a pas de corps, qu'elle n'est pas située. Donc elle fait des erreurs dramatiques sur la chronologie. C'est parce que c'est hier, aujourd'hui, demain. Il y a certains concepts qui émergent, mais pas celui-là. Le concept d'empathie, évidemment, il n'émerge pas non plus. Le concept de soin, il n'émerge pas. Donc il faut arrêter de se comparer à ces machines. Ce sont des outils différents qu'on ne connaît pas, qu'il va falloir apprivoiser. Et le rôle d'aidant n'a rien à voir avec ça. C'est bien au-delà. C'est un lien avec l'humain, alors que la machine, elle est déshumanisée. Sauf que elle nous ressemble. Elle imite le langage, elle imite des réactions, et plus on fait une machine qui nous imite, et mieux c'est. Et quand je vous ai dit ça sur ChatGPT, je vais vous demander, est-ce que vous êtes poli avec cette chose qui vous parle, par exemple? Vous êtes poli avec ChatGPT? Ça dépend des jours. En général, quand on a compris que c'est rien que des stats, on me dit non. Et en fait, il faut être poli. Ça marche mieux, nous dit un article du MIT. Pourquoi? Parce que c'est nos données qui sont à l'intérieur. Et nos données, elles sont polies lorsqu'on interagit avec les autres. C'est à partir de ça qu'il crée son modèle. Donc nous sommes devant ce côté très paradoxal que ces machines sont construites sur nos données, elles vont nous ressembler parce que c'est ces données-là qui sont utilisées, en même temps elles n'ont rien à voir. Donc nous avons là un champ énorme pour apprivoiser ces systèmes, pour les démystifier et pour arrêter de se comparer avec ces machines. Ce sont des outils qui seront très utiles pour les aidants, pour les soignants, pour l'environnement, même la famille, pour comprendre mieux comment mieux interagir avec la personne. Quand je vous dis ça, moi j'ai fait la même chose que vous, des confidences sur ma vie. Pourquoi j'ai été travailler sur les robots émotionnels? Parce que mon père avait eu un AVC et qui perdait le sens des mots, il perdait la réalité des choses. Et c'était très difficile à voir pour un enfant qui l'admirait, ou pour un enfant tout court, quoi. Et donc du coup, je me suis dit, il faut l'aider. J'ai cherché des logiciels et j'ai trouvé pas grand-chose qui était au niveau de ce que j'imaginais, sa capacité intellectuelle, que j'avais toujours vu. J'ai vu des choses pour les enfants. Or, je suis désolée, le monde de demain, c'est pas de redevenir un enfant. Enfin, donc si on peut rester dans la dignité de l'autre le plus longtemps possible pour l'aider au mieux à stimuler son langage, à stimuler sa compréhension du monde, ces machines vont être utiles. Elles vont être utiles parce qu'elles seront là 24 heures sur 24. Et que 7 sur tête, on pourra leur redemander la même chose sans que jamais elles se fatiguent et que sans que jamais il y ait une méchanceté ou quoi que ce soit qui arrive. Du coup, il faut absolument se faire un allié de ces outils. Et si j'ai continué à parler d'éthique, c'est à cause de cela, à cause du fait que j'avais vu la manipulation possible auprès de tout le monde, après auprès des aidants et auprès des personnes les plus vulnérables. Donc il faut développer ces outils en ayant conscience de ce qu'on va projeter dessus, en ayant conscience de la manipulation de certains, on va dire, concepteurs de ces systèmes qui font pas attention aux dérives. Et donc on a une troisième voie dans l'Europe qui serait de construire des outils utile. J'en ai assez de la distraction, moi, dans cette société où on va à tout va sur, avant tout, l'économie possible derrière tout ça. Alors qu'on a des besoins réels pour accompagner les personnes âgées, ça en est. Et puis on n'est pas obligé de créer une relation juste duale. On peut très bien être sur un triptyque où la machine parle à quelqu'un de vulnérable qui est tout seul chez lui et en même temps quelqu'un d'autre écoute. Un médecin peut écouter et trouver une meilleure posologie et faire qu'il y ait moins de médicaments de prix. Et ça a un coût pour la société, la tonne de médicaments qu'on donne en général en fin de vie. Et donc si on sait mieux le doser, si on sait mieux comprendre quels sont les impacts, ça sera mieux pour la personne qui aura moins de dépendance à ces différents médicaments et en même temps qui sera mieux soignée. Donc la machine permet de quantifier, d'être là tout le temps, mais elle n'est pas intelligente, elle n'est pas humaine. Et c'est pas parce qu'on dit qu'elle simule des émotions ou qu'elle en détecte qu'elle est une quelconque capacité de comprendre finement ce qui se passe. Donc c'est, je pense, une très mauvaise chose d'entendre le marketing des grands groupes en ce moment nous disant que ça va révolutionner parce que ça ressemble tellement à un surhumain, etc. C'est faux.
Que demain on essaye de faire ça, c'est encore pourquoi refaire quelque chose à notre image? Pour moi, il faut chercher dans tous ces outils la complémentarité, l'objectif d'aller plus loin, mieux dans la dignité de l'humain. Ne pas faire que demain on désapprenne du travail, qu'on ne soit plus responsable. Et j'ai ça, moi. C'est-à-dire qu'on fait des tests et on se rend compte, même avec nos étudiants qui utilisent ChatGPT, que certains qui répondent en cours sur des problèmes de maths, d'expression écrite, on leur demande un certain nombre de tâches pour lesquelles c'est plus facile pour une machine ou c'est plus facile par un humain, c'est-à-dire on va chercher des informations directes ou on réfléchit à la logique. Eh bien, ce qui est sidérant, c'est que pour certains, on leur demande sur table de remplir ces petites tâches, ils vont les remplir d'une certaine manière, on les met devant une machine, et pour certains, ils sont moins rationnels que quand ils n'avaient pas de machine. Donc attention à cela, attention à la dérive qui va être de trop écouter les machines. Il ne s'agit pas de créer un monde où la machine a raison, quel que soit ce qu'elle dit. Il faut créer un monde dans lequel on va comprendre quand est-ce qu'elle apporte quelque chose, quand est-ce qu'elle n'en apporte pas. Donc non seulement il faut détruire cette idée qu'on crée quelque chose qui nous ressemble, ça n'a rien à voir, et de l'autre côté, il faut aussi détruire l'idée que la machine ne fait pas d'erreur. Nous, on fait des erreurs, les juges font des erreurs, les machines font des erreurs aussi, qui sont pas les mêmes. Elles en font beaucoup. C'est pas parce qu'on va rajouter des données qu'elles en feront moins. Il faut comprendre, donc, l'intérêt de ces systèmes, c'est de voir plus petit que nous. Par exemple, dans des radios pour le cancer, elles vont détecter des indices, des signaux faibles répétés qu'on ne voit pas. Elles entendent aussi les infrasons, les ultrasons, on ne les entend pas. Elles ont des capacités différentes de nous. Et puis, elles voient des données en énorme quantité, ce qu'on ne verra jamais dans sa vie. Donc c'est ces aspects-là qui sont intéressants, mais ne leur donnons pas des capacités humaines. Et lorsqu'on dit robot émotionnel, c'est un robot qui tente de voir un langage un peu affectif, affectueux, et c'est à nous d'apprendre à jouer avec ça. Et sans même qu'on leur donne ces aspects-là, parce que je vous le dis, avec l'aspirateur, on fait la même chose avec sa voiture, certains ont des... parle à une voiture, on parle à son chien. Je pense que son chien, c'est un être respectable qui est là autour de nous, qui donne confiance aussi. Mais voilà, on va anthropomorphiser de plus en plus. On est en train de découvrir qu'on va parler aux arbres et que les arbres parlent entre eux, sont solidaires. Donc on est en train d'apprendre. Donc la science est là pour nous aider à comprendre un peu mieux ces enjeux, pour parler d'éthique et d'innovation. Il faut qu'on innove, nous, en Europe, avec une troisième voie, qui serait pas celle de la surveillance et l'hypersurveillance qu'on voit en Chine, ni de l'innovation à tout va pourvu que ça soit rentable, mais bien d'une troisième voie, qui serait celle de construire des objets utiles, avec les capacités différentes des nôtres, qui vont venir complémentaires, en laissant l'humain décider de ce qui est bien ou pas, et en engageant une réelle solidarité. Et cette solidarité-là, c'est construire des communs. On y arrivera si on met ensemble nos forces. Ces machines, elles coûtent en énergie. Il faut créer de l'IA frugale. Elles coûtent sur plein d'aspects. Donc on va pas faire de la gabegie. Et pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait de la gabegie? Des trucs pour nous distraire, des téléphones, des jeux vidéo. Et tout ça, pourquoi? Donc il est temps de reprendre un peu une vision globale de nos imaginaires plus tard. Qu'est-ce qu'on veut? C'est pas rendre les gens dépendants de machines. Ça serait stupide. Comment voulez-vous quelqu'un qui raisonne aujourd'hui veuille ça pour ses enfants, à moins qu'il en tire un profit considérable? Donc, il faut reprendre vraiment pied sur terre sur l'idée que nous avons à construire ensemble un univers dans lequel on aura peut-être des robots émotionnels sympas, sans plus, que l'on gère comme ça, comme quelque chose qui nous aide à faire une action ou à interagir avec quelqu'un, qui peut peut-être surveiller notre façon de se conduire parce qu'on a oublié quand est-ce qu'il fallait manger, oublié quand il fallait se coucher, mais qui ne sont pas plus. Et il faudra en jouer. Et moi, j'ai même été jusqu'à finalement faire un robot qui me faisait des vannes en me disant, quand je serai plus âgée, j'aimerais bien m'amuser aussi avec ça et que ça puisse m'ouvrir une certaine créativité et ne pas rompre le lien avec la société. Puisque si vous regardez ce qui se passe dans les EHPAD, c'est aussi assez triste. On se retrouve coupé de la société. Et c'est terrible d'un seul coup d'être en ce sens-là. La fin du travail, l'isolement qu'on peut avoir dans le grand âge, il faut lutter contre ça. Et ces objets peuvent aussi permettre de mieux comprendre comment on peut élaborer après, d'avoir quelque chose qui contient plus de lien social. Ça paraît bizarre de dire ça, mais je pense qu'on peut créer du lien social avec ces machines en les considérant comme des machines. Merci.
Merci beaucoup Laurence, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui donc pour